Sud Radio Sport, Alexandre Priam. Vous êtes sur Sud Radio. Sud Radio fait son Tour de France avec toute l'équipe présente sur la route du Tour de France. On quitte la Bretagne pour arriver dans la région centre avec Vincent Barthaud, Pascal Chanteur. Salut messieurs. Salut les gars, c'est Vincent, salut. Comment ça va Vincent? Bonjour, je te sens en grande forme. Oui, écoute, ça va, on est un peu moins fatigué que le peloton, parce que depuis le départ, ça roule énormément, la chaleur et tout, et puis voilà. Alors aujourd'hui, peut-être une journée un petit peu plus facile, mais bon voilà. Une journée un peu plus facile, on sent d'ailleurs que le peloton en avait bien besoin. Pascal Chanteur, bonjour, merci d'être avec nous Pascal. C'est toujours un plaisir de t'avoir sur la route du Tour de France. Tu es placé où dans cette magnifique, j'allais dire caravane, mais non, dans ce ballet cycliste qui est le Tour de France? Bonjour à toutes et tous, je suis à 15 km de l'arrivée. Je vais arriver tranquillement sur la ligne dans une dizaine de minutes. Bon c'est parfait. 15 km en 10 minutes en vélo, tu roules vite mon Pascal. Il est pas en vélo Pascal, il est en voiture. Avant dans le dos. C'est peut-être con, je crois qu'il est en vélo. Salut Quentin Cavanis. Salut Alexandre, bonjour messieurs, ravi d'être avec vous. On est aussi avec Rémi Dos Santos. Salut Rémi avec toute l'équipe. Rémi, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Très très bien. Écoute Rémi, on va attaquer d'ailleurs avant de plonger directement dans le cyclisme. On rappelle quand même qu'il y a deux hommes en tête, deux coureurs de la même équipe. J'ai presque envie de dire par principe. Ouais, ça ressemble un petit peu à une échappée qu'on appelle publicitaire, pour bien et mal la nommer à la fois. Mathieu Burgodeau et Matteo Verscher qui sont en tête, les deux coureurs de la Total Energy. Ils ont mis du temps à sortir et ils ont pour l'instant à une 55 km de l'arrivée, un peu moins d'une minute d'avance sur le peloton. Et on évoquera d'ailleurs le rôle de la Lidl Trek il y a quelques instants, parce que Mathieu Burgodeau voulait que ça accélère, on avait un petit peu marre de ce rythme de sénateur imprimé par la Lidl Trek. Ils ont d'abord accéléré un peu avec Matteo Verscher, puis Quinn Simmons leur a remonté les bretelles, et puis derrière il y a une radio quand même qui a été assez sèche de la part de la direction de Total Energy, Quentin Cavanis. Et puis les deux sont partis. Exactement, la radio de la Total Energy qui leur a dit écoutez, c'est pas parce qu'ils ont envie de sauter sur tout le monde que nous on peut pas faire notre course. Du coup ils sont sortis les deux de la Total Energy, et ensuite on leur a dit dans la radio, vous voyez, nous on respecte la course. Ouais, voilà, on sent qu'il y avait un petit peu de tension avec la Lidl Trek, évidemment, qui essayait de mettre un petit tempo pour évidemment arriver avec Jonathan Milan comme favori peut-être aujourd'hui du côté de Laval Espace Mayenne. On en parlera dans un instant. Petit détour en dehors du cyclisme avec Rémi Dos Santos, avec des informations rugby, moto notamment, et d'abord une bonne nouvelle. Exactement, pour la moto tricolore, Fabio Quartararo a terminé il y a quelques instants la 3e place de la course sprint du Grand Prix d'Allemagne. Le Français a notamment profiter des conditions humides qui nivellent les performances pour remonter au classement. Il est devancé par Marc Marquez, vainqueur devant Marco Bezzecchi. Johan Zarco termine 8e. Et ça s'est moins bien passé par contre pour les Bleus au rugby, évidemment. C'était en Nouvelle-Zélande à Wellington. Ouais, cette fois pas d'exploit et pas de match serré pour l'équipe de France. Deuxième test à l'autre bout du monde. Les Bleus de Fabien Galtier se sont inclinés 43-17 face aux Blacks. Lourde défaite de cette équipe de France. C'est la plus lourde de l'ère Galtier aux commandes depuis 2020. Rendez-vous samedi prochain pour le 3e test avant les vacances. Juste un petit aparté, Quentin Cavanis. Revers pour l'équipe Galtier, ou on met ça sur le compte de cette équipe de France très remaniée? Un peu des deux finalement, parce que la claque est énorme. Je pense qu'ils espéraient faire mieux, mais l'équipe est largement remaniée, particulièrement aujourd'hui. À la moyenne, c'était 4 sélections pour l'équipe de France, donc forcément on s'attendait à des difficultés. On peut dire score logique ou pas? Au vu du match, oui, ça paraît logique, mais lourd quand même, tu vois. C'est logique mais ça fait mal. Voilà, ouais. C'est douloureux. Moi je suis tout de même déçu. Oui, surtout quand on avait vu le premier match, on avait des espérances. Et on espère qu'il va y avoir quelque chose sur la dernière rencontre qui pour moi est celle qui compte le plus. Et puis on est dans un week-end de finale, c'est du tennis évidemment à Wimbledon. Rémi Dos Santos avec une finale féminine notamment assez inattendue. Exactement, Iga Swiatek, ça c'est habituel de la retrouver en finale d'un grand chelem, qui affrontera l'américaine Anisimova, tombeuse de la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka en demi-finale. C'est pas leur première toutes les deux à Wimbledon.
C'est la première à Wimbledon, toutes les deux, exactement. Exactement. On va avoir une nouvelle vainqueur de Wimbledon, ça c'est quand même magnifique. Exactement. Et Amanda Anisimova qui a été totalement imperturbable durant cette quinzaine londonienne, très impressionnante. Chez les garçons par contre, c'est du classique. C'est du classique. Yannick Sinner contre Carlos Alcaraz, ça ne change pas un mois après leur finale incroyable à Roland-Garros. Ils vont recroiser le fer à Wimbledon. On verra si Yannick Sinner réussira à prendre sa revanche. Il a battu solidement Djokovic en demi-finale hier en 3-7. Voilà donc pour les informations sportives. On rebascule vers le vélo et un petit récap de cette semaine, Rémi Dos Santos, avec au moment où on se parle, un homme en jaune, attendu en jaune. Il l'est. Il est plus qu'attendu, évidemment. Tadej Pogačar qui est en tête, alors qu'il est en tête depuis le chrono de Caen, qui a perdu sa tunique ensuite du côté de Vire, et puis qu'il a récupéré encore hier sur un mur de Bretagne en l'emportant. Ça a été un à toi à moi entre Tadej Pogačar et Mathieu Van Der Poel en fait depuis le début de la semaine. Une semaine quand même assez exceptionnelle, avec énormément de rebondissements, de très très belles courses et franchement une ambiance de dingue. Parlons de cette ambiance extraordinaire. On va écouter d'abord Kevin Vauquelin, le coureur d'Arkea, qui était très très heureux de cette ambiance de fou, d'ailleurs de sa position aussi au classement. Kevin Vauquelin, il est actuellement troisième. Il est troisième de ce Tour de France, deuxième au classement du maillot blanc puisque Remco Evenepoel est passé devant lui désormais. Mais Kevin Vauquelin, on l'écoute. C'était du côté de cette étape normande et cette arrivée à Vire. Je sais même pas si on peut appeler du plaisir, c'était un truc de malade. J'ai eu une montgolfière avec ma gueule dessus, vous vous rendez compte ou pas? Même des mecs dans le peloton avaient les frissons pour moi, c'était fou. J'ai essayé d'en profiter au maximum, mais ça roulait déjà bien. Les allées Kevin, les allées Guillaume, c'était toute la journée, tout le temps. C'est juste incroyable, c'est le pied. Je levais les bras partout, je gagnais pas l'étape, mais je levais les bras quand même. J'ai essayé d'apporter de l'importance à tous ceux qui me soutenaient. Donc je leur faisais des signes et c'était fou, c'était complètement fou. On sent le plaisir, Vincent Barthaud, de Kevin Vauquelin d'avoir roulé sur ces routes normandes. Avec aussi Guillaume Martin-Guillonnet qui était largement célébré. Toi qui étais sur tes routes aussi, Vincent Barthaud, mais quelle ambiance on a eu en Normandie cette semaine. Oui, effectivement, et puis pas que en Normandie. Dès la présentation à Lille, il y avait 12 000 personnes, c'était quand même assez impressionnant. Et puis effectivement, quand on a commencé à arriver à Rouen, à Caen, il y a eu beaucoup de monde aussi pour le contre-la-montre, parce que c'était quand même un des premiers grands rendez-vous du Tour de France. Et puis l'étape Bayeux-Vire, elle a été magnifique. Il y a eu de la bagarre, c'était du monde tout le long du bord de la route. Et il n'y a pas eu depuis le départ, vraiment les coureurs n'ont pas eu beaucoup de temps pour récupérer. Alors ils cherchent un peu à récupérer aujourd'hui, ça va être un petit week-end un peu plus facile avant d'aborder vraiment les difficultés de cette deuxième semaine, mais c'est vrai qu'il y avait un monde extraordinaire et Pascal le disait aussi, à Mur de Bretagne, ça a été incroyable. Mais ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas eu le Tour de France dans l'Ouest que ça ne m'étonne pas en fait. En Normandie notamment, je crois que ça faisait quand même un sacré moment à l'arrivée à Vire. C'était pas arrivé depuis 97, si je me trompe pas. En tout cas, c'est ce qu'a dit Michel Drucker, qui était l'un a priori, il doit savoir à peu près. Et qui en a beaucoup parlé. La Cipollini, effectivement, une ville très chère à Thierry Gouvenou, le numéro 2 du Tour de France, et à Michel Drucker, donc, qui ont un lien d'ailleurs très fort entre les deux. Le père médecin de Michel Drucker a bien connu la famille de Thierry Gouvenou. Mais voilà, on a eu des superbes courses. Oui, Michel, il m'a appelé Michel Drucker, parce que j'ai fait l'émission vivant. Je sais, pour présenter complètement Barthaud, bien sûr. Voilà, et il est arrivé c'est pas faut le dire, mais il est arrivé en avion à Carpiquet à Caen. Et là, il est allé à Vire et il reste quelques jours dans sa famille, parce que effectivement, il prend de l'âge et ça faisait très longtemps qu'il n'était pas revenu sur cette terre. Et il me disait toute son admiration, son affection pour cette ville. Je le sentais vraiment heureux dans sa voix. Et il reste jusqu'à vendredi à Vire où il a un livre à présenter aussi. Et il va retrouver aussi des amis. Il était vraiment, vraiment content de revenir dans sa région natale. Et tiens, tu parlais du contre-la-montre autour de Caen. On va écouter Remco Evenepoel qui évoque justement ce chronomètre qu'il a gagné, qu'il a remporté autour de Caen, malgré un début de Tour de France qui a été quand même contrariant pour lui. On l'écoute.
Bah oui, c'est plutôt pas mal. Je pense que c'est mieux que la première étape. Donc on dirait que chaque jour ça va un peu mieux. Les gens sont de plus en plus là, donc espérons que ça continue comme ça. Je pense que ça m'a plus motivé qu'avant peut-être. Je suis un coureur qui travaille un peu sur la revanche, donc j'étais bien motivé pour faire quelque chose de beau aujourd'hui, pour l'équipe aussi, mais c'est clair que ça pique un peu qu'on rate le maillot jaune. On est toujours en train de revenir sur cette première semaine en direct sur Sud Radio. Vincent, c'est vrai qu'en dehors de cette première semaine difficile pour Remco Evenepoel et cette bordure qui l'a quand même amené assez loin au classement général, ça se voit, il est mieux. Hein. Oui, il est mieux, mais c'est vrai qu'il s'était préparé en ce début de Tour de France, même si c'est un coureur qui est là. Oui. Oui. Ouais, on t'a perdu, Vincent. Pascal, toi qui as croisé pas mal de fois la Remco ces derniers jours, Remco Evenepoel, deuxième du général aujourd'hui, tu le sens comment, Remco? Est-ce que tu le sens sur la pente ascendante? Pas spécialement. Sur le contre-la-montre, on savait qu'il avait, de toute manière, il était l'épouvantail du peloton sur le contre-la-montre. Il a démontré encore une fois que c'était le. Oui, on sentait qu'il était les épouvantails un peu de ce contre-la-montre. Les deux, ils sont même pas ensemble, ils ont les mêmes problèmes de connexion. Bah oui. Ça peut arriver, vous savez. Moi je vous entends de nouveau, les gars. On t'entend, Vincent. Tiens, je voulais te faire. Oui, tu voulais réagir sur Remco Evenepoel. Ouais, sur Evenepoel, en fait, quand il est arrivé c'est un mec, il a gagné la Vuelta, il a fini 3e déjà du Tour de France l'an dernier. Donc c'est un mec qui est susceptible de réaliser Oui, malgré son jeune âge, il est capable de réaliser encore un podium cette année, mais il avait vraiment envie d'être présent dans cette première semaine du Tour parce que tout simplement le contre-la-montre de Caen est arrivé rapidement au début du Tour, donc il savait qu'il pouvait gagner et devenir le maillot jaune en fait. Mais malheureusement, cette bordure et cette chute dans les premières journées l'en a empêché. Mais il a confirmé quand même qu'il avait encore des qualités de rouleur. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est lui qui domine le monde dans les contre-la-montre. Mais effectivement, cette chute lui a pas permis de prendre ce maillot jaune. Il s'est reclassé un petit peu au général. Il a réussi à reprendre du temps. Après, chaude du coq à l'âne, mais après, il n'a pas été très sympa. Vous l'avez tous vu, une image, là, à un moment, il est rentré au bus où il a évité un... Ça n'a pas été sympa de sa part, mais bon, sur l'énervement, ça peut arriver, mais... Oui, puis l'adrénaline qu'il y a, voilà, moi, je suis pas... Oui, mais quand même, à un moment ou un autre, bien sûr. Il a dit, il a poussé de la main, ça n'a pas été très sympa de sa part. Ouais, et d'ailleurs, tu parlais du chrono, on a vu je sais pas si on peut parler d'une défaillance, mais en tout cas une contre-performance de Jonas Vingegaard, qui pour le coup, hier a été quand même plus rassurant. Il a bien tenu la roue de Tadej Pogačar. C'était un petit peu mieux. Tiens, d'ailleurs, en revenant encore une fois sur l'ambiance qu'on a eue hier dans cette 7e étape, on va écouter Alexis Renard qui est passé devant son fan club littéralement, lui qui est natif de Saint-Brieuc. Puis on va écouter aussi Jordan Jega qui a fait 11e, d'ailleurs c'est assez énorme, à quelques secondes de Tadej Pogačar. Écoutez les deux coureurs, on commence d'abord par Alexis Renard puis Jordan Jega qui a fait quand même une très très belle étape hier. Je connaissais les routes à partir de... je connaissais Saint-Malo, etc. Mais à vélo, je connaissais les routes à partir de Plédan. À la Flèche Pédaranais, ça m'a rappelé les souvenirs de junior. Mais en Bretagne, je la monte depuis que je suis minime cadet. Donc c'est de la faire en course sur le tour, c'est forcément beaucoup d'émotions. Toute la dernière montée, il y avait beaucoup de ma famille ou des gens avec qui j'ai roulé ou des gens que je connais depuis longtemps. Donc voilà, ça donne de la force, tout ça. Voilà, on a entendu l'ambiance autour d'Alexis Renard et les mots de Jordan Jega. Un petit point sur l'étape, Rémi Dos Santos, avant de revenir dans un instant sur Sud Radio. 46 km de l'arrivée à Laval, on attend évidemment un sprint massif et ça devrait, puisque le peloton contrôle le duo échappé Mathieu Burgodeau, Matteo Verchet, les deux coureurs Total Energy qui ont 36 secondes d'avance sur le peloton maillot jaune. Et le rythme du peloton a clairement accéléré depuis quelques instants. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. On va parler de cette étape. On va parler aussi de ce que met en place la sécurité routière autour de cette 8e étape du Tour de France avec un invité dans un instant sur Sud Radio.
Sud Radio Sport, Alexandre Priam. Vous êtes sur Sud Radio, sur la route du Tour de France, la 8e étape entre Saint-Méen, Le Grand et Laval, avec donc 171 km aujourd'hui au programme, 1700 mètres de dénivelé positif, c'est assez plat, hein, c'est même très plat aujourd'hui, et 2 hommes en tête, Rémi Dos Santos. Oui, Matteo Vercher et Mathieu Burgodeau. Peut-être pas pour longtemps. Ouais, qui sont tout proches. Le peloton a accéléré, est en train de se rapprocher des 2 hommes. Il y a une trentaine de secondes d'écart seulement à un peu moins de 45 km de l'arrivée. Donc normalement, sprint massif à Laval, c'est ce qui est prévu depuis plusieurs jours et évidemment aujourd'hui. Et on va justement à Laval. Du côté de la Mayenne pour vous amener au plus près des choses importantes et notamment évoquer la sécurité routière pour les vélos. C'est très important. On est avec Nicolas Launay. Bonjour Nicolas. Bonjour. Coordinateur adjoint de sécurité routière, Nicolas Launay, merci d'être sur Sud Radio. On va parler de l'opération qui est là depuis 2015. La route se partage, LRSP. Et d'ailleurs, c'est une opération qui accompagne chaque été le Tour de France maintenant depuis pas mal d'années, parce qu'il y a une vraie filiation entre la sécurité routière et Amaury Sport, organisation qui organise donc le Tour de France. L'idée est de sensibiliser l'ensemble des usagers de la route à la circulation cycliste. Une circulation cycliste qui a progressé de façon hallucinante, Nicolas, depuis 2019. On parle d'un tiers de progression en France, mais aussi plusieurs années de hausse marquée de la mortalité cycliste, avant une stagnation l'année dernière, mais un grand combat à mener sur la protection des cyclistes. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup déjà beaucoup d'infrastructures routières qui ont évolué, notamment avec des pistes cyclables, des voies vertes. Donc c'est vrai que le cyclisme évolue et évidemment le nombre de personnes qui en font également. Le problème c'est qu'il y a toujours les règles de sécurité à respecter, choses qui ne sont pas forcément faites. Quelles sont les règles essentielles, Nicolas Launay? Alors nous là aujourd'hui par exemple sur le Tour de France, dans le cadre de l'opération La Route se partage, on va vraiment sensibiliser sur les règles à vélo, c'est-à-dire par exemple la visibilité qui est hyper importante quand on roule, le fait de rouler principalement en file indienne, même si il y a la possibilité de rouler de front lorsqu'il y a personne et que la visibilité est bonne. On appuie aussi sur les automobilistes, le dépassement des cyclistes avec les fameux 1m50 et 1 mètre en ville d'écart avec le cycliste. Est-ce que ça s'est intégré dans le cerveau, dans le circuit de l'automobiliste, ce mètre 50? Pour l'automobiliste, oui. Pour les cyclistes qu'on peut côtoyer comme aujourd'hui, non, pas forcément. Donc c'est vraiment la perception de chacun, j'ai envie de dire, et le problème, c'est que nous on est là. C'est pas un problème d'ailleurs. On est là pour rappeler les règles, donc on essaye de le faire au maximum, et pour les automobilistes et pour les cyclistes, pour qu'ils roulent tous en sécurité et tous ensemble sur la route. En 2024, 222 décès de cyclistes sur la route, sur les routes de France. Pascal Chanteur, président de l'Union nationale des cyclistes professionnels, c'est toujours trop, Pascal. Et d'ailleurs, on entend régulièrement des coureurs cyclistes professionnels être heurtés à l'entraînement ou avoir des accidents à l'entraînement, mais ça touche évidemment n'importe quel Français, pas forcément professionnel de cyclisme et pas forcément licencié de cyclisme. Oui, exactement. 222 morts, déjà, c'est toujours de trop. Comme vous le disiez, la première des choses, c'est d'abord de se respecter les uns et les autres. Le fait de respecter un coureur cycliste, et un cycliste en particulier, comme un cycliste doit respecter l'automobiliste, c'est déjà la première des choses. Le problème aujourd'hui, c'est avant tout cela. C'est que la société a changé. Il y a beaucoup d'énervement, il y a beaucoup de stress. Aujourd'hui, la voie publique, comme l'a dit la personne de la sécurité routière, elle a changé. Nicolas Launay. Nicolas Launay l'a dit. La voie publique a changé. Vous savez, les infrastructures, nous on le voit bien, suivant les régions.
vous avez des infrastructures plus ou moins à certains endroits. Vous avez des régions où vous avez énormément de ralentisseurs. Vous avez des régions où il n'y en a pas du tout. Vous avez des régions où il y a beaucoup d'îlots directionnels, beaucoup de quilles. Vous savez, en France, les infrastructures routières en France sont exactement au même nombre que partout dans le monde ailleurs. Vous imaginez ? En France, il y a autant d'infrastructures routières que partout dans le monde. Ah ouais, donc c'est pour vous dire la quantité d'infrastructures. Voilà. Donc à partir de là, qui plus est, comme on l'a dit, les infrastructures sont faites pour ralentir les véhicules. Et puis, alors là, je parle pour le compétiteur, parce que il n'y a pas que le compétiteur qui fait du vélo. Il y a le vélo taffeur, il y a le vélo loisir, il y a c'est un mode de locomotion, c'est un mode de, on est, comment je pourrais dire, c'est de la liberté. Le vélo, quand on fait du vélo et qu'on est enfant, on a la sensation de liberté. Eh bien, aujourd'hui, ce moyen de locomotion, pour nous, les coureurs cyclistes en compétition, on arrive dans des agglomérations où tout est fait pour rouler entre 50 voire 30 km/h, et nous, on arrive à 70 km/h. Donc, il y a énormément de travail à faire pour nous, les compétiteurs. Et lorsque je vois aussi un certain nombre de choses, pour là, le cycliste lambda, le cycliste taffeur, le cycliste loisir, des voies à sens unique où on a donné l'opportunité à des cyclistes de le prendre en sens inverse. Quand je vois des feux rouges où qu'on donne l'opportunité à des cyclistes de pouvoir tourner à droite, c'est des petites choses qui me choquent et que j'ai d'ailleurs dit au ministère de l'Intérieur. Vous savez, le fait ne serait-ce que de griller le feu pour c'est un mauvais réflexe. On donne un mauvais réflexe. Mais exactement. Et on le voit bien dans les grandes agglomérations, personne ne respecte rien. Moi, je fais du vélo lorsque j'arrive sur Paris en train. Je prends un vélo pour aller à un rendez-vous ou autre. Mais attends, tu prends un Vélib, toi Pascal, tu prends le Vélib, toi Tu prends le Vélib ? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, tu oui, mon Dieu. En plus de ça, il y a des vélos électriques, donc non, pas tant que ça. Et puis non, je prends pas de vitesse pour la bonne et simple raison que, encore une fois, si je veux être en sécurité, il faut que je me mouvoie à la vitesse de l'ensemble, parce que sinon je me mets en danger, je mets en danger les autres. Et c'est une harmonie à trouver. Mais exactement. Et comme je dis, le fait de se respecter les uns et les autres, c'est tout sauf pour faire une course. C'est pour me déplacer. Et quand je vois ce qui se passe, mais il y a des choses qui sont juste inacceptables et inadmissibles. Nicolas Launay, aujourd'hui à Laval, le comité départemental se met en place, donc c'est la coordination départementale de la Mayenne met en place donc des animations, de la sensibilisation. Comment ça va se passer aujourd'hui ? Comment ça se passe aujourd'hui du côté de Laval ? Ouais, alors là, on fait déjà, on est sur le terrain déjà depuis 9h30, on va dire, on commence à recevoir le public. Donc c'est simple, nous on propose un petit quiz sur la sécurité routière, avec un échange évidemment, on corrige le quiz avec chaque personne pour qu'ils repartent avec les règles de bonne conduite. C'est important pour nous, même s'ils ont les mauvaises réponses, qu'ils repartent avec les bonnes et surtout peut-être avec un changement de leur côté qui s'opérera au fur et à mesure au niveau du comportement. Après ça, du coup, on leur propose évidemment, puisqu'ils sont aussi là pour ça dans cette journée de fête, des petits goodies et la possibilité de participer à un tirage au sort en mettant leur quiz dans une urne pour tenter de gagner le maillot officiel. La route se partage. Ce soir, en fait, d'ici quelques minutes, même maintenant, puisqu'on arrive sur la fin de journée et bientôt la fin de l'étape. Donc voilà comment s'organise la journée aujourd'hui. Super. Merci beaucoup Nicolas Launay d'avoir été avec nous sur Sud Radio. La route se partage les réseaux sociaux, route se partage sur Twitter, la route se partage notamment sur Instagram. C'est très important d'éduquer absolument tout le monde sur le partage de la route entre cyclistes et automobilistes. On reste en Mayenne avec un grand monsieur de ce département, un grand monsieur du cyclisme de la Mayenne. C'est Pierrick Guéné. Bonjour Pierrick. Bonjour.
Vous êtes en direct de Laval. Vous, j'ai envie de dire, l'ancien directeur des boucles de la Mayenne, ancien président des boucles de la Mayenne de 2009 à 2024, puis directeur sur cette édition il y a un mois et demi maintenant, en 2025. C'était la 50e édition des boucles de la Mayenne, une grande course française. Pierrick Guéné, je ne sais pas si quelqu'un connaît mieux ces routes de Mayenne que vous aujourd'hui. Il y en a certainement beaucoup qui connaissent mieux les routes que moi, certainement. Alors vous faites le modeste, mais vous connaissez quand même très bien ces routes. Vous avez organisé durant 15-16 ans les boucles de la Mayenne. C'est un monument du cyclisme, les boucles de la Mayenne. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est régulièrement un des grands moments du calendrier international de cyclisme, Pierrick Guéné. Ah oui, nous sommes au deuxième niveau international, ce qu'on appelle la Pro Series, et nous sommes la 4e ou 5e course nationale à étapes, puisque nous sommes en Pro Series avec les 4 jours de Dunkerque. Ah oui, c'est une épreuve qui compte aujourd'hui dans le calendrier français et dans le calendrier international. Vincent Barthaud, est-ce que tu l'as déjà fait? Est-ce que tu les as déjà fait, ces boucles de la Mayenne? Vincent Barthaud? Peut-être qu'il ne les a pas fait, Vincent. Je sais pas si tu nous entends, Vincent. En tout cas, ouvre ton micro si tu nous entends. Pascal, toi, tu les as déjà fait, ces boucles de la Mayenne? Je ne les ai jamais courues en tant que coureur professionnel. Mais par contre, je connais très bien le Tour de Mayenne aujourd'hui pour y avoir été et c'est vraiment très très bien organisé et c'est important. Et comme vous l'avez dit, c'est une épreuve qui fait partie absolument du calendrier français et international. C'est toujours un moment important de notre calendrier et comme l'ensemble des courses françaises d'ailleurs. Vincent Barthaud. Oui, alors ça a coupé un peu. Tu peux me remettre la question, s'il te plaît? On parlait des boucles de la Mayenne. On est avec Pierrick Guéné, qui a été directeur et président des boucles de la Mayenne durant 15-16 ans. Je disais, est-ce que tu as eu la chance de les faire, ces boucles de la Mayenne? Non, malheureusement non. C'est les boucles de la Mayenne chères à Jackie Durand. On a passé derrière dans son petit village de naissance à Ballot. Non, j'ai pas eu le temps. Mais par contre, j'ai été invité d'honneur. J'ai déjà vu cette course et effectivement, c'est une belle épreuve comme il en faudrait d'autres. Mais c'est tellement difficile d'organiser aujourd'hui pour les organisateurs. Mais ça fait partie des petits calendriers professionnels. Oui, justement, Pierrick Guéné, quand on voit le Tour de France passer dans ce département de la Mayenne, j'imagine que c'est peut-être un peu plus facile d'ouvrir la route au Tour de France que de créer et de renouveler une épreuve cycliste internationale, tout de même, mais chaque année avec les moyens qui sont mis à disposition pour vous. Alors c'est très bien d'accueillir le Tour de France, c'est un tremplin quasiment à chaque fois pour les boucles, mais nous quand on organise des boucles, la Mayenne a toujours été une terre de vélo. Je vais d'abord saluer aussi Vincent et Pascal. Salut Pascal. Oui. Salut. Je m'aperçois qu'avec chez eux, Bonjour. il vous manque ce palmarès, sans déconner les gars. Donc, mais ouais, c'est dingue ça. Vincent Barthaud, maillot jaune du Tour de France, qui n'a même pas participé aux boucles de la Mayenne. Est-ce qu'on peut corriger ça? Est-ce qu'il peut les faire l'année prochaine, Vincent Pierrick? La dernière fois que j'ai croisé Vincent, c'était sur le Tour du Haut-Anjou, une course de jeunes d'espoir qui était vachement sympa. Mais il est bienvenu quand il veut, Vincent. Il est chez lui en Mayenne. C'est gentil, merci à toi, merci. Oui, Vincent. Oui, Pierrick, je disais, c'est très dur quand même, dans le contexte actuel, en 2025, de maintenir de telles épreuves, même si elles sont internationales, elles sont reconnues par l'UCI à un très haut niveau. Ça reste tout de même un challenge année après année et vous êtes passé par ça. C'est ça. Ouais, le contexte il est de plus en plus difficile économiquement quand on voit les collectivités qui se désengagent. Ça on peut le comprendre d'ailleurs. Mais déjà depuis de longues années, on a œuvré au sein du département, au sein de l'organisation, pour aller chercher le plus de partenaires privés. La part des collectivités ne représente que 30%, mais c'est toujours 30%. Et on sait que demain ça va encore diminuer. Donc voilà, faut se réinventer chaque année, trouver de nouveaux produits, attirer plus de monde au bord des routes. Et puis la Mayenne est un petit département, mais un département solidaire et on va dire fidèle. Nos partenaires que l'on prend chaque année, on les garde à 99-98%, on les garde chaque année. Voilà, c'est ce qui fait notre force et on continue à œuvrer chaque année pour essayer de combler les déficits futurs des collectivités. Ouais. Très rapidement, une dernière question, Pierrick Guéné. Vous connaissez l'arrivée? Elle est pour quel genre de coureur aujourd'hui? Elle n'est pas pour Vincent Barthaud, elle n'y est ni pour Pascal Chanteur, elle sera pour... Alors ça va faire rire, mais tout le monde est en train de dire que c'est plat aujourd'hui, mais la petite bosse qui est à côté de chez moi, là, près de l'espace Mayenne, je vois bien encore un Pogacar gagner, moi, et mettre tout le monde d'accord à un kilomètre de la ligne. Je vous le dis. Ce serait marrant. On en parle tout à l'heure, c'est l'oreillette, parce qu'on a des pronostics sur Sud Radio. Dans votre oreillette, apparemment, on vous dit Pogacar. Ça, c'est quand même... Pierrick, si Pogacar gagne, on vous rappelle. D'accord, papa. Allez, salut tout le monde.
Salut. Voilà, Sud Radio en direct de la Mayenne, avec toute l'équipe, avec Vincent Barthaud, Pascal Chanteur dans un instant. Place à la course. Sud Radio Sport, Alexandre Priam. Vous êtes sur Sud Radio Sport, et Sud Radio fait son tour de France. 30 km tout pile à parcourir pour cette 8e étape qui nous fait quitter la Bretagne et nous faire arriver à Mayenne, en Mayenne, à Laval, Rémi Dos Santos, avec 2 hommes en tête de la même équipe. Mais encore une fois, ça ne tient qu'à un fil. Ouais, 32 secondes seulement d'avance pour Matteo Vercher et Mathieu Burgodeau à 29,6 km, très exactement, de l'arrivée. Les 2 coureurs de la Total Energy sont sortis il y a une trentaine de kilomètres à peu près, mais ils n'ont jamais compté plus d'1 minute d'avance sur le peloton qui les garde à portée de tir, tout simplement. Ouais, voilà, avec des choses qui peuvent se passer dans les prochains kilomètres. Justement, on sait que cette étape elle est promise à un sprint a priori, mais vous savez, sur Sud Radio on fait nos pronostics et d'ailleurs ça a pris un petit peu d'ampleur entre nous hors antenne. Maintenant il y a un véritable jeu des pronostics et on appelle ça l'oreillette. Vous savez, dans le peloton professionnel il y a des oreillettes, on se parle dans les oreillettes et parfois on peut vous souffler un petit nom dans l'oreillette, un nom de favori. C'est lequel aujourd'hui votre favori dans votre oreillette? On en parle. Sud Radio fait son tour de France. Dans l'oreillette. Ici Clarence, à vous, terminé. Itinéraire, je te capte plus là. Roger. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Allô. Félicitations, 9 bons pronostics sur 11 dimanche dernier. Pardon. Alors, c'est énorme ce qui vient de se passer. C'est-à-dire que là, dans le jingle, on entend allô et Vincent a dit ouais. Ça, c'est exceptionnel. Mais oui, parce que je suis attentif là. Ah ben je vois ça. Ouais. Attends, c'est énorme. Mais bravo Vincent, très belle réactivité. Je me suis dit mais attends, c'est. En tout cas, bravo Vincent. Bon, Vincent, attention. Ça va couper chez Vincent à ce moment-là. Voilà, on t'entend très bien, Vincent. Alors d'abord, avant toute chose, Rémi Dos Santos, c'est quel type d'arrivée? Est-ce que c'est un petit peu scabreux ou... Parce que moi j'étais parti sur quelque chose d'assez plat et à l'instant Pierrick Guéné qui est le grand spécialiste de Laval nous dit attention, c'est un peu plus difficile que prévu. Qu'en est-il? On va partir du principe qu'on peut lui faire confiance. En plus, il a visuellement il a visuellement sous les yeux cette arrivée. Néanmoins, sur ces 171,4 km entre Saint-Méen-le-Grand et Laval-Espace-Mayenne, il n'y a pas grand-chose à signaler. Alors c'est pas tout plat, ça grimpe quasiment pas. Il y aura une côte dans quelques kilomètres, à 16 km de l'arrivée, très exactement, la côte de sur Vicoin. Exactement, très beau nom, très bien dit. 900 mètres à 3,8% de moyenne, autant dire que c'est un dos d'âne pour les coureurs du Tour de France. Voilà, c'est tout ce qu'il y a pour la montagne. Et puis il y a une arrivée avec, oui, un dernier kilomètre en effet qui est un peu pentu. C'est un faux plat. C'est du faux plat. Voilà. J'ai pas exactement le pourcentage, mais voilà. On n'est pas sur. Je rappelle qu'à l'instant, Pierrick Guéné, qui est l'ancien patron des boucles de la Mayenne, il a été pendant 16 ans. Nous a parlé d'une bosse à 1 km un peu surprenante qui pourrait propulser Tadej Pogačar dans son oreillette. Il a entendu Tadej Pogačar. Alors pour l'instant, je vais me diriger vers un des leaders du grand concours de l'oreillette Sud Radio. Pascal Chanteur, dans ton oreillette, on te dit qui aujourd'hui? Tim Merlier. Ah, Tim Merlier. Pourquoi Tim Merlier, Pascal Chanteur? Parce que je sais pas où Pierrick il a vu la côte, mais certainement pas sur la route du Tour de France. Pascal Chanteur qui est sur 4 victoires sur les 7 premières étapes, donc quand même solide, hein, Pascal Chanteur qui a donc Tim Merlier. Je me joins à toi. Je n'ai que 3 victoires moi depuis le début, mais je vois aussi Tim Merlier aujourd'hui. Enfin en tout cas on m'a dit dans mon oreillette Tim Merlier. Rémi Dos Santos, leader de cette oreillette, 5 victoires sur les 7 premières étapes, donc c'est vraiment très solide. Rémi Dos Santos, dans ton oreillette on te dit qui? Toi tu es jaloux. On me dit dans mon oreillette que tu es jaloux, Quentin Cabanis. Dans mon oreillette on me dit comme vous, Pascal et Alex. On me dit Tim Merlier aussi. Mais maintenant il paraît comme tout le monde, Tim Merlier pour aussi. juste garder son avantage. Ouais, c'est facile. C'est vraiment, il est dans la stratégie quoi. Et Vincent Barthaud, avec ses 3 victoires, il veut recoller au peloton de tête. Vincent Barthaud en poursuivant. Tu entends qui toi, Vincent Barthaud, dans ton oreillette? Moi j'entends Jonathan Milan, même si j'ai un petit faible pour Guermay, l'Érythréen, mais je vais mettre Milan. Pourquoi Jonathan Milan? On rappelle un sprinter très costaud, très puissant. Est-ce que c'est ce qu'il faudra aujourd'hui, selon toi? Garde-toi à côté, non?
Ouais, on peut se garer à côté de Nice si tu veux, effectivement, Pascal. Après, vous savez, une arrivée au sprint, c'est tellement aléatoire. Là, c'est un faux plat qui va faire mal, effectivement, mais aussi, dont là où est l'important, c'est d'avoir des équipiers à ses côtés et pour être emmené le plus rapidement, le plus près possible. Donc, des fois, ça se passe pas à grand chose. Encore une fois, quand vous arrivez à Mur de Bretagne, Pogacar, il n'a pas forcément besoin d'équipiers, entre guillemets, mais quand même. Et sur une arrivée comme celle d'aujourd'hui, c'est effectivement plus difficile pour les sprinteurs parce que tout seul, tu peux pas gagner une course, tu peux pas gagner une victoire sur les étapes du Tour. Faut vraiment être entouré d'équipiers le plus près possible de l'arrivée pour espérer l'emporter. Qui est le meilleur sur qui peut compter Jonathan Milan dans son équipe de la Lidl Trek? On a vu Quinn Simmons faire un peu la police aujourd'hui sur la position préférentielle devant. Est-ce que Jasper Stuyven peut l'aider? Edward Teuns. Il a une bonne équipe, vraiment l'équipe Trek est une bonne équipe pour Jonathan Milan, mais parce qu'ils n'ont pas non plus de classement général à viser, donc c'est surtout la pression est surtout sur les épaules de leurs sprinters. Depuis le début du Tour, il n'a pas toujours été à la fête, ça a été soit un peu trop difficile pour lui, ou soit le sprint s'est mal passé. Mais je pense que voilà, les occasions vont être rares. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il joue gros aujourd'hui. Enfin, je veux dire, aujourd'hui et demain, c'est des grosses opportunités pour des sprinters comme Jonathan Milan. On parle d'un gars d'un 95-90 kilos, quoi. Oui, bah, c'est un des meilleurs sprinters au monde. Après, Tim Merlier, il a déjà gagné la sienne, donc il va déjà être un peu plus soulagé, un peu plus détendu. Et Merlier, il est très fort aussi. Il vaut Milan, mais encore une fois, ça se dépend pas de grand chose. Souvenez l'autre jour, souvenez-vous, Merlier l'a emporté de quoi, d'un demi-boyau, de rien du tout, bien sûr, sur Jonathan Milan. Donc là aujourd'hui, voilà, on va retrouver sensiblement les mêmes. Donc dans nos oreillettes, on entend Merlier pour Quentin Fredon, Pascal Chanteur, Rémi Dos Santos et moi. Quentin Cabanis, est-ce que tu rejoins Vincent Barthaud sur Jonathan Milan et Clément Combes? Ouais, c'est ce que j'avais prévu. Voilà, Jonathan Milan pour les mêmes raisons que Vincent. Et je pense qu'il va falloir qu'il en gagne une. Et si c'est pas celle-là ou celle de demain, ça va être très compliqué pour la suite du Tour pour lui. Est-ce qu'il passera la montagne? Je suis pas certain. Tu vois. Est-ce qu'il peut y avoir une surprise aujourd'hui? Quelqu'un qu'on ne voyait pas? Arnaud Démare. ou Arnaud Delis, est-ce qu'on peut avoir une surprise comme ça où il y a vraiment trop d'espace au collectif? Est-ce que ça peut être je mets un énorme guillemet, Vincent Barthaud, un sprint sale, désorganisé, chaotique aujourd'hui? Bah oui, on n'est jamais à l'abri justement d'un sprint comme ça où c'est désorganisé, où personne ne peut prendre les choses en main, et d'autres sprinteurs profitent de cette situation, mais encore une fois quand même, on est sur le Tour de France. Les grosses surprises, elles n'existent pas souvent. Voilà, si t'as vraiment l'équipe qui t'emmène, si tout se passe au mieux, c'est vraiment un des grands sprinteurs qui gagne. Mais encore une fois, oui, on peut avoir une petite surprise, mais de toute façon, celui qui va l'emporter, on sait quand même qu'il va vite au sprint. C'est obligatoire. Ah oui, là c'est quelqu'un qui a une très grosse pointe de vitesse, Rémi Dos Santos. C'est vrai que là, si on devait parier à la maison, tout le monde met Tim Merlier ou Jonathan Milan. C'est peut-être un peu Bernam Guermeil, mais la réalité c'est que les autres, et je mets encore une fois des guillemets, mais les autres, Arnaud Démare, Brian Cocard, Arnaud Delis, mais ça reste quand même, pardon Alexandre, ça reste quand même des sprinteurs, donc automatiquement. Bien sûr, Caden Groves par exemple aussi. Voilà, ils sont pas si loin que des premiers, ils sont des fois à 5-6 mètres, 8 mètres, et c'est ce qui fait la différence, ils ne peuvent pas gagner. Non, la grosse surprise, ça serait que, admettons, si on la cherche, que ça soit Champoussin qui gagne cette étape au sprint, mais c'est impossible. Est-ce qu'un Paul Pénouette, ce serait une énorme surprise? Oui, exactement. Non. Ou Valentin Paré-Peintre ou Costiou, voilà, pour parler uniquement des Français. Non, en fait, celui qui gagnera, ça sera quand même. Après, il faut savoir aussi que maintenant, c'est très très difficile de s'échapper dans le dernier kilomètre, parce que dans notre temps, sans parler comme des vieux, mais avec Pascal et moi, on arrivait quand même à des victoires où des gars arrivaient à s'échapper. La Porte y a fait il y a pas si longtemps. Ouais, dans le dernier kilomètre. Mais ça, maintenant, ça devient de plus en plus difficile. Vraiment, il y a les équipiers qui sont là et ça roule à 70 à l'heure, et pour sortir du peloton, c'est très compliqué. Rémi Dos Santos. Le truc, c'est que oui, il y a Merlier, il y a Milan, il y a Guermey, et puis évidemment il y aura plein de coureurs qui peuvent aller très vite. Le truc, c'est que il n'y a pas une équipe qui a un train véritablement dédié
à un sprinter. Tu l'as dit, Vincent. On aurait pu dire ça de la Quick Step avant la blessure, avant l'abandon de Philipsen, par exemple. Ah, puis amené par de l'Alpecin de Koenig. Oui, puis amené par Van Der Poel. Il y avait l'Alpecin. Il y avait l'Alpecin. Même si tu mets Cadengrove, qui est un très bon sprinter, attention, bah ça fait quand même, t'as quand même une tête de moins sur ce train. La Soudal, elle est avant tout autour de Remco. T'as Pascal Enkorn, évidemment, qui vient lancer Tim Merlier, mais c'est tout. Lidl Trek, t'as Consoni qui est un peu autour. T'as un Tom Scoins qui peut faire la police un petit peu et Stuyven qui peut lancer. Mais voilà, c'est pareil. Et les autres équipes. La Lotto aurait pu peut-être construire quelque chose autour d'Arnaud Delis, mais qui a pas l'air en grande forme. En tout cas, il est un peu. C'est ça. Donc voilà, c'est très très ouvert, en effet, avec l'absence de Philipsen et en l'absence d'un train. Je suis d'accord avec Vincent que ça partira certainement pas, mais voilà, il y aura certainement pas mal de grabuge. Le sprint sale dont tu parlais, je pense qu'il peut, parce que tout le monde va essayer de se placer. Il y a des coureurs qu'on n'a pas cités, hein. Tu as parlé de Paul Pénoët, tu as parlé de Binyam Guermé évidemment, on n'a pas parlé de Søren Varunskjöld, le Norvégien de la Uno X qui finit 3e à Lille. Et on n'a pas mérite d'être encore plus costaud que Milan, ce qui est quand même un exploit. C'est pas banal. Ce sera peut-être un peu trop dur du coup. Si c'est en fond plat montant, faut la bouger quand même, la carcasse, sans être péjoratif. Et on n'a pas parlé non plus d'un ancien de la groupe FDJ, c'est Jake Stewart d'Israël Première Tech, qui est capable d'aller vite. Donc il y a plein de noms aujourd'hui en fait. Le petit Turgis aussi du bien sûr, de la énergie. Qui peut avoir coché les choses aujourd'hui. On l'écoutera dans un instant, dans quelques minutes. Pascal Chanteur voulait intervenir. Non, je disais, on balançait un certain nombre de noms, mais n'oubliez pas quand même Ackermann, Van Poppel, Groenewegen, et tout cela, c'est quand même un ton au-dessus encore. Hein. C'est un ton au-dessus, hein. Ils sont au même niveau que Milan, et comme vous l'avez dit, très bien dit d'ailleurs, il n'y a pas d'équipe qui sont en capacité d'avoir un train pour emmener du début à la fin. C'est ce qui me fait dire que Milan n'est pas spécialement à son aise, parce qu'il aime la conduite d'un sprint par son train et d'être déposé à 200-250 mètres et de lancer son sprint, chose qui est difficile à l'heure actuelle avec les coureurs qu'il a à son service. Ce qui est plus simple pour Tim Merlier, où il est en capacité de slalomer entre les coureurs et de trouver sa place un peu à l'image de ce que faisait Mark Cavendish en fin de sa carrière. Oui, se greffer à quelqu'un et prendre la bonne vague. D'ailleurs, on peut se souvenir que l'autre jour, quand Tim Merlier gagne, il est un peu plus patient que Jonathan Milan. Milan, c'est un mec, il aime lancer à 200, 250, donc il faut qu'il soit sûr de lui. Et Merlier, effectivement, a profité de l'aspiration pour le battre. Mais encore une fois, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sprinteurs, Pascal vient de les citer, et c'est pour ça qu'on ne peut pas s'attendre à une victoire d'un mec qui n'est pas du tout considéré sprinter. Voilà, il y en a tellement que voilà. Après, exactement. Et on n'est plus qu'à 20 km de l'arrivée maintenant. Vincent Barton va se retrouver dans quelques instants. On écoutera Anthony Turgis et on reviendra aussi sur l'abandon assez déchirant d'Emilien Janière sur Sud Radio, le coureur de la Total Energy. À tout de suite sur notre antenne. Sud Radio Sport, Alexandre Priam. Vous êtes sur Sud Radio et on est à moins de 12 km maintenant de l'arrivée du côté de Laval en Mayenne avec un homme en tête, mais ça ne se joue à plus grand chose. C'est Matteo Burgodo, Rémi Dos Santos, et entre temps on a eu un incident mécanique pour Tim Merlier et une chute aussi d'un coureur de l'Israël. Ouais, Pascal Ackermann qui est allé au tapis, donc ça va pas bien actuellement. Et un souci pour Paul Pénoët. Pour les sprinters, exactement, puisque là Paul Pénoët a demandé à appeler sa voiture. Il est problème mécanique. La chaîne, c'est certainement un problème mécanique. Donc voilà, pour l'instant les sprinters ça se passe pas très bien. Bon, et il y aura quand même manifestement un sprint massif parce que il n'y a que 10 secondes d'avance pour Mathieu Burgodo sur le peloton à 10 km de l'arrivée. Ils l'ont dans leur viseur, très clairement. Ouais, on arrive dans les 10 derniers kilomètres et c'est peut-être aujourd'hui pour Anthony Turgis. On écoute le coureur de la Total Energy, le coureur très polyvalent français qui peut peut-être aujourd'hui tirer son épingle du jeu. Avant, il y a un grand placement à faire avant d'arriver à Laval sur tout ce qui est avant justement la ville. Donc, voilà, il y a le passage de la ville à faire et puis le positionnement. Voilà, ça veut dire qu'il va falloir faire sa place et puis attendre le beau moment et puis pas se faire avoir sur les derniers ronds-points pour pas être trop loin, parce que si on est trop loin au pied de la dernière ascension qui est aux 2 km, ça fera un trop gros effort. Donc voilà, une projection et de placement pour aujourd'hui. Un placement primordial, Pascal Chanteur. On voit d'ailleurs que le peloton a clairement accéléré ces derniers kilomètres.
Oui, c'est clair. Le peloton s'est lancé pour un sprint. Les équipiers font le travail. Je pense qu'il y a aussi, suite aux différents incidences, que ce soit Paul Penouet, que ce soit Tim Merlier, il y a quelques équipiers qui ont dû attendre. J'ai vu un petit groupe qui tentait de rentrer de l'arrière. Donc on est à 10 km de l'arrivée. Donc c'est encore jouable pour Tim Merlier. Encore faut-il qu'ils soient en capacité de remonter assez vite le peloton. Il faudrait qu'ils se repositionnent avant les 5 derniers kilomètres. Ouais, et c'est une grosse bataille pour remonter. Il est à l'arrière du peloton. Il est en train de remonter. Il est en train de remonter. Alors c'est des efforts qu'il va payer sur le final, hein, mais ouais, il remonte. Il a été aspiré un peu dans les voitures, mais c'est jamais évident et que ça soit moralement pour être si près de l'arrivée comme ça, il n'est pas mis dans de bonnes dispositions. Vincent Barthaud, Mathieu Burgodeau a été repris. On a donc un peloton qui est en train de construire un sprint. Quelles sont les étapes sur les 10 derniers kilomètres d'un peloton qui se prépare à un sprint, Vincent Barthaud? Bah écoutez, celle-ci en fait partie. Là on voit à l'image que d'un côté il y a les Tudor pour Alaphilippe, il y a la Visma pour Wout van Aert, il y a les Trek qui sont bien placés pour Jonathan Milan, et puis on a vu aussi De Koninck pour Van Der Poel, hein, pourquoi pas, ça peut être une arrivée qui va lui plaire aussi s'il a bien récupéré. Ça sera difficile, mais il n'y a pas beaucoup d'étapes pour pouvoir préparer des sprints comme ça, mais encore une fois c'est pour ça qu'on sent un final nerveux. Tout le monde a envie de gagner et c'est ce qui provoque un peu les chutes. C'est éminemment stratégique. Oui, c'est éminemment stratégique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, toutes les équipes de sprinters, avant le départ de la course, et en l'occurrence aujourd'hui, ce matin dans les bus, ils ont du tableau noir. Ils ont pratiquement les 10 derniers, voire c'est des vidéos qu'on leur met à disposition dès la veille au soir. Ils ont la possibilité de visualiser l'ensemble des mobiliers urbains. On parlait de sécurité tout à l'heure. Ils savent exactement où il faut les passer, si c'est à droite ou si c'est à gauche, là où il y a le moins de distance à parcourir. Et à partir de là, il y a une stratégie qui se met en place où les équipes, à des points bien précis, font en sorte d'être les premiers sur l'objectif pour pouvoir se placer au bon endroit, que ce soit passage à droite ou passage à gauche. Donc c'est très 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 stratégique, et là la force des coureurs et les forces des équipiers est importante, parce que c'est ce qui va leur permettre de prendre le dessus sur l'adversaire. Et spécialement, ça c'est important. Ouais, spécialement l'arrivée aujourd'hui, elle est en faux plat montant, mais la vue de l'arrivée, quand les coureurs vont apercevoir la ligne d'arrivée, en fait il ne restera plus que 200 mètres. Donc ça c'est très important à voir et puis à rester. Il faut que ça reste dans la tête des sprinteurs et des équipiers, parce que 200 mètres, quand vous arrivez à plus de 70 km/h, ça arrive très vite. Justement, on parle de faux plat montant, Rémi Dos Santos. Voilà. On est sur un faux plat montant. En effet, on a une arrivée avec un dernier kilomètre, un peu plus même, qui est à 3% de moyenne. Donc c'est pas tout plat, c'est pas immense non plus. Les sprinteurs passeront cette bosse. Mais avant ça, parce que ce final il est très piégeux, on va à 3,7 km de l'arrivée, tourner à droite à 90 degrés, on va aller chercher un rond-point sur lequel on va faire demi-tour, on va repartir dans l'autre sens, et là ça va faire l'élastique, hein. Exactement, et ça va être très compliqué à cet endroit là. Ça va évidemment, il va falloir bien se placer, dans 3 km. Exactement, on va falloir donc bien se placer, donc tout le monde va vouloir être à l'avant pour mieux négocier ce demi-tour, et du coup il peut y avoir des chutes à cet endroit là. Il y aura 2 autres ronds-points, l'un que l'on passera par la droite, l'autre que l'on passera par la gauche, mais eux, ce sera tout droit, donc un peu moins compliqué, même si ça le sera. Et puis ensuite donc un dernier kilomètre, un 1,2 dernier kilomètre à peu près 3% de moyenne pour arriver sur la ligne d'arrivée. Et puis l'organisation nous fait savoir que... Oui Pascal. Juste un petit mot, avant ce demi-tour, vous avez une ligne droite très large, en faux plat montant aussi. Et derrière, une fois que vous allez faire le demi-tour sur cette même route, vous allez être en faux plat descendant, donc les coureurs vont prendre énormément de vitesse pour rejoindre les 3 derniers kilomètres. Ouais, ça va être un point important. Et à l'instant, la team Total Energy nous fait savoir qu'il y a 2 combatifs du jour aujourd'hui. C'est assez exceptionnel, hein. C'est Mathieu Burgodeau et Matteo Vercher. Voilà, ça vient d'être annoncé. Exactement, ça compense Dunkerque.
Et voilà, ça compense effectivement l'étape du côté de Dunkerque. On rentre dans le direct de la course, 5,6 km Rémi Dos Santos. Et on essaye de replacer Paul Penouette, mais je pense que ça va être un peu trop difficile pour lui, pour le groupeur, le coureur de la Groupama FDJ. Ouais, c'est très compliqué, emmené par Clément Russo. Ils avaient fait 6 et 7 sur le sprint du côté de Lille et de coureurs de la Groupama FDJ. Mais en effet, ça devrait être très dur. On ne verra probablement pas le maillot de Paul Penouette dans le final. On a un peloton qui est très étiré. On a un premier groupe, une première partie du peloton qui est assez compact, mais à la moitié c'est complètement étiré. Ça va très très vite. On est à 50 km/h dans les rues lavalloises, avec l'Alpecin de Koenig qui est en tête, qui mène les débats sur la gauche de la route. Il y a Binyam Guermé qui est juste derrière le train de l'Alpecin, et les Visma sont là. Vincent en parlait, très certainement pour Wout van Aert. Ouais, avec effectivement, on les voit sur la partie droite de la route, 4,8 km. Et moi je suis très inquiet et intéressé par ce rond-point dont on va faire le tour quand même. Oui, ça va être un moment très très important. On a un ralenti sur Jordi Meeus qui a été lâché. Ouais. Voilà, encore il aurait un pu aujourd'hui. Exactement, vainqueur sur les champs l'année dernière. Mais voilà, qui était tombé, dont on ne parlait pas vraiment. Ce qui est quand même assez surprenant quand on sait ses habitudes, c'est le maillot jaune qui est quand même assez bas, j'ai l'impression, dans le peloton, qui est très long. On l'a vu souvent à l'arrière aujourd'hui. Ouais, si jamais il y a une chute, il n'est pas protégé, le maillot jaune. Non mais alors, il est protégé à 5 km si je suis pas fou. Oui, mais à 3 ou 5. Je veux dire que s'il tombe, il sera mal. Ah oui, donc je pense qu'il veut pas trop prendre de risques. Mais en fait, quand vous avez un rond-point comme ça où tu fais demi-tour, en fait, c'est pratiquement 2 arrivées en une, en fait, parce que tu as des équipiers qui vont préparer leur leader, leur sprinter, pour être bien placés dans ce rond-point. Et puis après, il va falloir être aussi toujours bien placé pour essayer de gagner cette étape. Donc ce qui fait que c'est un final qui est vraiment très nerveux, et depuis le kilomètre à 10 km de l'arrivée, ça roule depuis très très vite. Voilà, ils arrivent sur la longue ligne droite en faux plat montant. On la voit. Avant de prendre le demi-tour en haut de ce faux plat. On vous rappelle, vous êtes en direct sur Sud Radio pour l'arrivée de cette 8e étape du Tour de France, 3,6 km de l'arrivée. Les coureurs à 50 km/h, et c'est un peloton groupé qui est entré dans l'aval sur cette 4 voies, effectivement un petit peu montante avant ce rond-point qui va être décisif. C'est une arrivée avant l'arrivée pour le placement. Rémi Dos Santos, on y arrive à ce rond-point. Ouais, avec donc les Alpecin de Koenig qui sont 4 pour emmener bien peut-être Mathieu Van Der Poel, peut-être Caden Groves. On va voir ça très vite. Ça remonte du côté de l'équipe Israël, première tech. Oui, là Israël est bien placé. Exactement, le maillot vert de Jonathan Milan qui vient d'être ramené pour Ackermann, par un de ses coéquipiers. Pascal Ackermann, il est tombé, donc je suis pas sûr qu'il soit revenu dans le peloton. Mais il y a Jake Stewart, on en parlait tout à l'heure. Jake Stewart, oui, l'ancien de la Groupama. Exactement, je pense que ça va être lui pour l'équipe israélienne. Et on arrive justement sous la banderole des 3 km avec bien ce rond-point où on va faire demi-tour et on va voir. Il est grand, il est assez large. Il est assez large, ouais. Il est assez large. C'est un gros rond-point. C'est un très très gros rond-point. C'est ce que je vous disais. C'est un gros haricot. Je sais même pas si on peut dire rond-point à ce niveau-là. Par contre, comme je vous le disais, ils vont prendre énormément de vitesse parce qu'ils vont se retrouver dans un faux plat descendant maintenant. Ah ouais, donc ça va là, aller très très vite. Ça va rouler à plus de 70 à l'heure, 75. Dans 1 minute 30 ils sont arrivés, 2,7 km, ça va être extrêmement rapide dans aller un peu moins de 2 minutes maintenant avec Rémi Dos Santos, l'Alpecin qui essaye de mettre le tempo très élevé, 70 km/h actuellement au compteur. Ouais, ça va très très vite avec des Alpecin, tu l'as dit. Mathieu Van Der Poel est caché derrière un loto parce que Arnaud Delis il est pas loin aujourd'hui. Les Intermarchés sont dans un second rideau avec Jonathan Tim Merlier qui est là aussi. Tim Merlier pour l'instant on ne le voit pas. On est à ça va très très vite. Mon Dieu, on est en train d'avaler les derniers hectomètres à une vitesse complètement folle. Les Bahreïn sont là aussi, on n'en a pas parlé, mais Phil Bauhaus et là aussi on passe l'avant-dernier rond-point. Je le disais, ça passe sur la droite. C'est passé sans problème pour l'instant. Attention évidemment au petit rétrécissement. Et là on en file indienne. Ouais, il y a un coureur par étage et pour se placer, ça va pas être facile. Ça va tellement vite. Là il faut être dans les 10 premiers. Là il faut être dans les 10 premiers, sinon ça va être très compliqué de remonter. C'est la Soulal qui est en train de se placer, j'ai l'impression. Aïe. Il y a un écart. Jonathan Milan avec un Alpecin, ça s'est touché. On n'est pas allé au tapis, mais c'était pas loin. C'était pas loin dans le dernier rond-point justement, 1,4 km. Les Lidl Trek sont en force puisqu'ils sont 2
pour emmener Jonathan Milan vers la victoire. Il y a deux Alpecin de Koenig, il y a un coureur Israël, un coureur Lotto, il y a Phil Bauhaus qui l'a, mais par contre pas de Binyam Girmay, pas de Tim Merlier pour l'instant. Et oui. Et on bascule dans le direct avec seulement Rémi Dos Santos pour votre confort d'écoute, parce que là on est sur une arrivée qui va être express et très 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 rythmée, on peut le dire ainsi, voire franchement pleine de tension, Rémi. Avec la Tudor désormais qui s'invite à l'avant, c'est Matteo Trentin, l'ancien champion d'Europe, qui mène les débats. On va essayer de jouer sa carte du côté de la formation Tudor. Jonathan Milan est en 3e position, juste devant Wout van Aert. Penouet est là, j'ai l'impression. Est-ce que c'est lui? Il y a une remontée de la groupe. Et il est là, Paul Penouet. Incroyable boulot. Qui est remonté fortement avec Russo, qui a fait un énorme travail tout à l'heure. Et désormais c'est extraordinaire. Russo, hein. C'est Cyril Barth qui a ramené désormais Paul Penouet, qui est en train de lancer le sprint. Cyril Barth avec l'accélération aussi de Van Der Poel sur la gauche de la route, qui emmène Caden Groves. Jonathan Milan qui a réussi à passer dans la roue de l'Australien de l'Alpecin de Koenig. Ça frotte avec à côté un coureur de l'Israël. C'est parti pour ce sprint, pas encore tout à fait, et c'est bien Jake Stewart qui va faire le sprint pour l'Israël. C'est lancé par Jonathan Milan avec face à lui Caden Groves, et de l'autre côté Wout van Aert. Il est fort, le maillot vert, il est très fort Jonathan Milan, et il résiste pour l'instant à Wout van Aert. Ça va être un succès pour la Lidl Trek, ça va être un succès pour le maillot vert. La victoire de Jonathan Milan à la Val-Espace Mayenne. Très fort, très très fort, Vincent Barthaud, l'arrivée de Jonathan Milan. Ton Henriette avait vu juste, tout comme Quentin Kebenis et Clément Combe, vous aviez tous les trois gagné, mais alors franchement costaud, il n'y a pas eu l'ombre d'un doute sur ce sprint. Non, il a été super bien emmené, vraiment comme il fallait. Et puis en fait voilà, c'est un sprinter qui est tout en puissance, et dès qu'il lance son démarrage, s'il arrive vraiment à aller au bout, là il a retenu un petit peu la leçon de l'autre jour quand il s'est fait battre par Merlier. Il a attendu un petit peu plus, et puis là il gagne facilement. Moi je pense que c'est pour l'instant, autant vous avez Evenepoel qui domine les contre-la-montre individuels, c'est un des meilleurs rouleurs du monde, et pour moi dans les sprints en ce moment c'est Jonathan Milan qui est vraiment le supérieur aux autres. Énorme, on aura le temps d'en discuter, mais très gros quand même début de Tour de France de la Lidl Trek qu'on voit tous les jours depuis le début de ce tour. On en parlera. Ouais. Mais restons sur Jonathan Milan, Pascal Chanteur. Le placement était primordial, et on l'a vu, ce maillot vert dès le rond-point, présent, devant, toujours dans la roue de ceux qui menaient ce peloton. Oui, non, il a su s'adapter aux conditions. Il a été très bien emmené par un Van Der Poel qui a fait un gros travail. Et derrière, il a lancé son sprint à 250 mètres, et il est irrésistible dans ce domaine. Même Van Aert, il est resté au dérailleur, et il n'a jamais pu, ne serait-ce que revenir à la hauteur de son pédalier. Tim Merlier par contre a eu beaucoup de mal. Rémi Dos Santos, il n'a pas réellement participé à ce sprint, parce qu'on a le top 10 désormais. Rémi Dos Santos, la victoire de Jonathan Milan, le coureur de la Lidl Trek, devant Wout van Aert et Caden Groves. Mais qu'en est-il des 6 autres? Eh bien, Pascal Ackermann était bien revenu, et pour l'Israël première titre, il termine un beau sprint, exactement, juste devant Arnaud Delis. On a Tobias Lund Andresen de la Picnic Postenel, l'ancienne équipe de Romain Bardet, qui termine 6e. Brian Cocard, premier français, 7e. Alberto Dainese, Vincenzo Albanese, les deux Italiens, font 8 et 9, et Stian Fredheim, le Norvégien du NOX, fait 10e. Oui, Vincent, tu voulais t'exprimer. Oui, non, je disais, il a quand même des équipiers à ses côtés, Jonathan Milan, et vraiment l'équipe elle est vraiment faite pour lui. On a vraiment bien travaillé les derniers kilomètres. En plus, il savait que s'il passait le rond-point en très très bonne position, que ça redescendait à 80 km/h, il est costaud, il a du poids, donc ça était un avantage pour lui. Et encore une fois, on a vu Wout van Aert. Moi, j'ai vu Milan à 100 mètres, 150 mètres, j'étais sûr qu'il allait gagner. Et quand vous voyez, quand même, il gagne devant Wout van Aert, qui a la roue arrière, qui peut même pas remonter. Donc voilà, ça a fait des grosses différences. Et ça, une arrivée comme aujourd'hui, une victoire comme ça, va le mettre en confiance par la suite. Je pense que demain il est capable de récidiver, et puis aussi sur les Champs-Élysées à l'arrivée, s'il arrive à passer sur Tour de France montagneux quand même.
Oui, on parlera justement de la Lidl Trek dans un instant. On évoquera aussi évidemment cette 9e étape. Et puis tout à l'heure, on sera avec Christian Lampin, le secrétaire national du Secours Populaire, pour la magnifique mobilisation du Secours Populaire autour du Tour de France pour l'initiative Les Oubliés du Sport. Mais dans un instant, on débriefe cette 8e étape et la victoire de Jonathan Milan, le coureur de la Lidl Trek, le maillot vert, le leader du classement par points, qui s'impose à Laval en Mayenne. Vous êtes sur Sud Radio, on se retrouve dans un instant. Sud Radio Sport, Alexandre Priam. Vous êtes sur Sud Radio, sur la radio du rugby, mais aussi du Tour de France. Vous le savez, tous les mois de juillet, depuis des années, Sud Radio fait son Tour de France. Et on vient de vivre l'arrivée de cette 8e étape de ce 112e Tour de France. C'était entre Saint-Méan-le-Grand et Laval, espace Mayenne, 171,4 km, remporté par Jonathan Milan devant Wout van Aert et Caden Groves, le coureur de Alpecin de Koninck. C'est donc Jonathan Milan, porteur du maillot vert du classement par points, qui s'impose aujourd'hui, le coureur de la Lidl Trek, en 3h50 et 26 secondes. Complète ce top 10 Pascal Ackermann d'Israël Première Tech, Arnaud de Lidl à l'auto, Tobias Lund Andresen de la team Picnic Post NL, Brian Coquard de la Cofidis, Alberto Dainese de Tudor, Vincenzo Albanese de EF, et puis enfin Stian Fredheim de UnoX Mobility. Ça c'est un point important. Wout van Aert d'ailleurs qui remporte, c'est une façon de parler, qui décroche sa 48e seconde place dans sa carrière. Wout van Aert, incroyable coureur qui a dû se faire tout seul aujourd'hui. Vincent Barthaud, oui. Pas d'aide pour lui, mais il fait quand même une très très belle arrivée. Oui, effectivement. Frustrante évidemment, mais c'est des arrivées qui lui conviennent bien aussi. Mais depuis sa grave chute sur le Tour de France, je trouve qu'on a les derniers tours qu'il a pu faire. Je trouve qu'il est un peu moins puncheux, il a sûrement un peu plus peur dans les emballages. Là aujourd'hui, il a été faire quand même le sprint, mais c'est plus du grand Wout van Aert comme on avait avant. Mais encore une fois, vous avez cité ses places de deuxième, c'est incroyable. Quant à Jonathan Milan, c'est sa première victoire sur le Tour, lui. Ouais, et 22e victoire professionnelle pour Jonathan Milan. Tiens, une question comme ça m'arrive dans l'esprit, mais je vous la transmets. Pascal Chanteur, Vincent Barthaud, est-ce que Wout van Aert mériterait un jour d'avoir une équipe autour de lui sur le Tour de France? Non. Pascal, vas-y. Non, du tout. Wout van Aert aujourd'hui, comme l'a dit Vincent, depuis sa chute, il n'a plus du tout les mêmes références, les mêmes capacités qu'il pouvait avoir il y a encore quelques années en arrière. On a pu voir qu'il était très bon aussi en montagne, mais sur des jours très ponctuels. Et ce qui est important avec Wout van Aert, c'est qu'il est en capacité de faire basculer de grandes courses, et en l'occurrence des grands tours. Regardons un petit peu dans le rétroviseur. Lors du dernier Giro, c'est quand même lui qui fait en sorte de faire gagner Yates le Giro d'Italie cette année. Donc oui, Wout van Aert a toute sa place dans l'équipe. Il n'a que sa place. Il est au service, même si ça a un petit peu défrayé. Je ne sais pas si vous avez pu lire dans les médias, où la femme de Vingegaard épinglait un petit peu Wout van Aert. Mais comme l'a dit Wout van Aert, ses références parlent pour lui. Aujourd'hui, rappelez-vous, il y a quelques années de ça en arrière, lorsqu'il fait exploser littéralement Pogačar pour mettre sur orbite Vingegaard, il a fait la même chose cette année avec Yates, et aujourd'hui il est dans ce rôle, et ce rôle lui convient tout à fait. Vous savez, je crois que t'imagines pas qu'un jour une équipe un peu plus, on va dire un peu plus modeste, je mets là aussi des guillemets, pourrait dire écoute Wout, nous on va te construire une équipe autour de toi. Est-ce que ça pourrait pas le tenter un jour, Wout van Aert, de se dire on pourrait chercher des étapes juste quoi. Non, mais en termes d'image, il faut savoir que l'équipe Visma Leasebike a communiqué comme quoi il lui avait fait signer un contrat en CDI, c'est-à-dire un contrat à vie. Donc aujourd'hui, je vois pas comment il pourrait aller dans une autre équipe alors que la Visma lui offre cette possibilité. Mais on aurait pu croire effectivement, souvenez-vous, l'année où il a été maillot jaune, Wout van Aert, là, qu'il a même été gagné cette belle étape. Ventoux, il avait fait. Il avait gagné une belle étape, il avait lâché tout le monde sur le final, il était arrivé en solitaire. Et puis toutes les étapes de montagne, le Ventoux, vous le citez bien, on aurait pu croire à une période, à un moment, qu'il aurait pu
parce qu'il nous avait vraiment montré des qualités de grimpeur, mais depuis sa chute, c'est plus le même. Que ça soit en cyclocross, dans les classiques, il a un petit peu de mal à retrouver son vraiment le haut niveau. Oui, voilà, Wout van Aert en tout cas aujourd'hui qui a fait une très belle remontée. Il doit sa deuxième place qu'à lui-même. Et vraiment très belle arrivée pour Wout van Aert, mais qui a dû effectivement s'incliner derrière Jonathan Milan. Intouchable aujourd'hui, le colosse italien qui remporte sa première victoire sur le Tour de France. Le coureur de la Lidl Trek qui s'est donc adjugé cette 8e étape du Tour de France. Dans un instant sur Sud Radio, le conseil de classe, vous l'attendez, vous l'aurez. Ça va nous permettre de mettre un point final sur cette 8e étape du Tour de France. À tout de suite. Sud Radio Sport, Alexandre Priam. Vous êtes sur Sud Radio, on vient vivre la victoire de Jonathan Milan lors de cette 8e étape du Tour de France qui nous a transporté, on peut le dire ainsi. Oui, nous a emmené, cherche le mot, transporté, nous a emmené du côté de Laval en Mayenne, terre chère à notre ami Anne-Lise Ekman sur Sud Radio, que vous n'entendez pas mais qui œuvre en coulisses pour le bien-être de cette radio. Donc victoire de Jonathan Milan, Rémi Dos Santos, et des classements distinctifs, de maillots distinctifs qui ont un poil bougé, enfin surtout sur le maillot à pois. Exactement, puisque donc Jonathan Milan l'emporte devant Wout van Aert et Caden Groves. Pas de changement au classement général évidemment. Tadej Pogačar est toujours en jaune, 54 secondes d'avance sur Remco Evenepoel, 1 minute 11 sur Kevin Vauquelin. Le maillot vert, en revanche, il est désormais la pleine propriété de l'Italien qui l'avait par procuration, puisque c'était Tadej Pogačar qui menait ce classement par points avant cette étape à Laval. 192 points pour Milan, 156 pour Pogačar. C'est Binyam Girmay avec 124 points seulement, et j'ai envie de dire qui est en deuxième position au classement du maillot à pois. Tim Wellens avec 8 points et toujours en tête, et puis le classement du maillot blanc, là aussi il n'y a pas de changement. Remco Evenepoel devant Kevin Vauquelin à 17 secondes, et c'est l'équipe Visma-Leasebike qui mène toujours le classement par équipe. Ah bah oui, ça c'est vrai que c'est important de le dire. La Visma-Leasebike qui quand même travaille, essaye de vrai. Fait deuxième encore aujourd'hui. Et oui, c'est vrai qu'elle est souvent bien placée, comme hier d'ailleurs, avec Jonas Vingegaard qui avait fait deuxième sur la 7e étape du Tour de France. On rappelle que le classement par équipe se prend sur le temps des trois premiers coureurs de chaque équipe, et c'est sur chaque étape. Et il n'y a pas les bonifications évidemment ne rentrent pas en ligne de compte, et on compte l'écart à chaque étape pour faire ce classement général par équipe. Alors on va faire le point sur le conseil de classe, vous le savez, c'est notre façon à nous de débriefer une étape du Tour de France. Il y aura 3 catégories, les avertissements, les compliments et les félicitations. Ils sont 3 prêts à s'exprimer: Vincent Barthaud, Pascal Chanteur et Rémi Dos Santos. Sud Radio Sport, le conseil de classe. Le conseil de classe sur Sud Radio avec toute l'équipe, et on va attaquer immédiatement par les avertissements. Je vais pas y arriver les gars. Avertissement. Il est en train de faire chier tout le monde quoi. On peut le foutre en tôle directement hein. T'es défoncé ou quoi? Non, sergent-chef. T'es défoncé ou pas? Non, sergent-chef. Tu es en train de me mentir encore? Non, sergent-chef. Dis-moi encore non. T'es défoncé? Oui, sergent-chef. Je vois parfaitement la vidéo. Un grand moment, un grand moment de télévision ça. Merci beaucoup Quentin Cabanis, je crois que c'est un documentaire. Hein. C'est autour de l'armée. Ouais, autour de l'armée, c'était assez terrible, et effectivement, il était un petit peu pataqué le monsieur. Toujours à consommer avec modération. Sans transition, Vincent Barthaud. Je rigole bien évidemment. Vincent, avertissement à qui aujourd'hui pour cette 8e étape? Ouais. Je rigole bien évidemment. Je vais la mettre à l'équipe Lotto, moi, parce que ils ont un sprinter qui est Arnaud Delis, et je trouve que il a un gros potentiel. Il fait 5e, hein, c'est ça, je pense aujourd'hui. Oui. Et ouais, il s'endort un peu Arnaud Delis dans ce Tour de France. Oui, mais il n'a pas vraiment les équipiers à ses côtés. Voilà, c'est pas toujours évident de gérer un sprint, mais voilà, on parlait tout à l'heure de Wout van Aert avec les Visma, mais la Visma, ils ont aussi, ils cherchent pas à mettre Wout van Aert sur le côté, mais ils ont quand même Vingegaard comme leader, donc c'est compliqué que Wout van Aert dans le final est vraiment un équipier qui l'emmène. Par contre, Arnaud Delis, il est là pour les sprints, il est là pour gagner l'étape, et je pense que les équipiers ne sont pas à la hauteur de son talent. Il se couche trop vite quoi. Bah oui, il se couche trop vite parce qu'il se bat un peu. Obligé de relancer sur la vanne nulle d'Alexandre. Oui, ouais, c'est chaud soutien. Son poisson pilote. Le lit, se coucher, voilà, tout ça. Enfin, mais moi je suis assez d'accord. C'est vrai que, qu'est-ce qu'elle joue la Lotto aujourd'hui si
Qu'est-ce qu'il y a? La loto qui joue, moi ça me suffit. Ah pardon. Non, mais en plus celle-là j'ai pas fait exprès. Non, pas du tout. Mais merci Alex, c'est vrai qu'elle est pas mal. Il vient de m'engueuler sur une blague nulle, il en fait une derrière, il s'en rend pas compte. Non mais j'ai même pas fait exprès. Non mais la réalité c'est que joue cette équipe si elle ne travaille pas pour Arnaud Delis. Surtout qu'elle a besoin de points UCI. Ah ouais, moi Tony Galopin, il doit se demander un petit peu ce que fait la loto dans ce Tour de France. Pascal Chanteur, avertissement à qui? Intermarché Wanty et Binyam Girmay. Oh là, carrément. Alors, pourquoi? Plusieurs choses. Alors, d'abord, on voit pas Girmay. Il est quand même le maillot vert sortant. Je pense que on attend beaucoup mieux de lui, vu ce qu'il nous avait démontré l'année passée. 23e équipe au classement général par équipe. Donc cette première semaine, il est clair qu'elle était terriblement difficile pour un sprinter pur. Mais il y a quand même eu 3 sprints et aujourd'hui, Binyam Girmay n'a pas su tirer son épingle du jeu, tout simplement. Mais est-ce que c'est un sprinter pur, Binyam Girmay, ou c'est un sprinter qui aime bien quand c'est un poil plus difficile, un poil plus scabré? Et finalement, cette première semaine, elle aurait pu lui aller. Disons que l'année dernière, on disait que c'était un sprinter pur, ou alors où tout a changé. Mais l'année dernière, il était en capacité de gagner devant les meilleurs sprinters du monde. Et bien sûr, mais j'avais l'impression qu'il avait un avantage. Je suis d'accord avec toi tout à fait, hein, Pascal. Mais j'avais l'impression qu'il avait en plus un avantage quand c'était un poil plus difficile parce qu'il est un peu plus longiligne. Hein, je mets des guillemets que les autres. Aujourd'hui, l'arrivée n'était pas simple. Hein. C'était un léger faux plat montant, donc. Moi je reste sur ma position. C'est ma position, mais dans ce que tu dis, je pense et je trouve qu'à aucun moment il influe sur le sprint. À aucun moment. Alors aujourd'hui, l'arrivée, elle n'était pas vraiment faite pour lui, hein. Même si c'est un faux plat montant, même si on a voulu nous dire que c'était dur. Il y a quand même cette descente où les mecs ils arrivent à 80 km/h. 80 km à l'heure et des poids lourds comme Milan, c'est pas du tout le physique de Girmay. Donc voilà. Après, il faut aussi signaler qu'il a perdu un peu des équipiers. Il y a le petit Barret qui a chuté hier, qui est gravement quand même. Il a plus de peau aux fesses. Il a perdu aussi un équipier dans le final. Jonas Rouch. Voilà. Donc ça, plus ça, ce qui fait que voilà, c'était pas une arrivée vraiment pour lui en ce moment. Ouais. Mais il a l'air un peu moins saignant. Pascal l'a bien dit, il a l'air un peu moins saignant que l'an dernier, où des fois il a réussi à dominer un Mathieu Van Der Poel sur les classiques. Donc c'est un signe quand même qui va vite. Mais encore une fois, il faut vraiment être à 100% de la condition, que ça soit avec les équipiers, une arrivée qui vous convient. Donc c'est pas toujours simple. Moi j'ai eu très peur aujourd'hui pour ma deuxième ligne rugby de la team Intermarché Wanty quand même, parce que Jonas Rouch 1m97 et Roel Viensmartensdijk pas évident, 1m97 aussi. Enfin je veux dire, les mecs ils ont c'est une équipe en montagne, on ne devrait pas trop l'avoir. Enfin ça devait être compliqué quand même, parce qu'il n'y a pas un gars en dessous d'1m80 alors, il y en a quand même quelques-uns au-dessus d'1m90. Enfin c'est une équipe de colosses quoi. Moi je trouve que cette année il y a beaucoup d'équipes qui ils ont un peu réfléchi avant de prendre le départ du Tour. Ils se sont dit jouer le podium, jouer un classement sur le Tour, ça va être difficile tant qu'il y a les Pogacar, les Vingegaard, les Evenepoel. Donc je trouve qu'il y a beaucoup d'équipes qui se sont axées sur les victoires d'étapes. En mettant des gros gabarits comme ça pour leurs sprinters, mais encore une fois c'est pas facile. Ils vont peut-être réussir à en gagner une, mais encore une fois c'est ce qui fait la difficulté de ce métier, c'est qu'il y a beaucoup de coureurs au départ, mais il y a toujours qu'un vainqueur. Donc avertissement à la Intermarché Wanty, avertissement aussi à la Lotto. Rémi Dos Santos, tu le mets à qui ton avertissement? Soudal Quick Step. Pour Tim Merlier absent. On l'a pas vu. Alors évidemment, le mec a un problème mécanique, il n'y a pas de souci. De la fin. Mais c'est quand même pas normal qu'il n'ait pas été autant aidé pour remonter. On l'a vu on a vu Paul Pénoit remonter à quelques kilomètres. Alors finalement c'était pas Paul Pénoit, j'ai l'impression. Finalement j'ai cru voir 97 moi aussi, mais je viens de voir qu'il termine à 2 minutes 30. J'ai du mal à croire que... Alors a priori c'est pas lui. Ou alors il s'est arrêté, il a fini à pied, mais
mais il était dans le dernier kilomètre ou 1,5 km, le mec était devant, donc non, a priori c'était pas lui, mais on l'a vu être au milieu du peloton. Il était entre Remco et un autre coureur de la Soudal, et on en parlait, il n'y a pas un train pour la Quick Step, donc il a dû se débrouiller tout seul, et il l'a payé, il n'a pas réussi à remonter. Le problème, c'est que quand tu as le champion d'Europe, que si tu l'amènes sur le tour, c'est pour qu'il gagne des étapes. Alors certes, il en a gagné une, mais bon, il y avait peut-être moyen de peut-être l'aider un petit peu plus pour remonter. Attendez, vous êtes en train de me dire que c'est pas une équipe qui produit un train pour les sprinters, c'est pas une équipe qui peut épauler Remco Evenepoel en montagne. Elle sert à quoi, cette équipe? Gagner des étapes. Ouais, non mais ils en ont gagné quand même. Ils en ont gagné 2 déjà. Oui, alors, bien même sûr. 2. Mais vous savez, quand il vous arrive un souci comme ça à 10 bornes, c'est pratiquement impossible de refaire redescendre les équipiers, parce que en fait Merlier, il a été aussi bien remonté tout seul, donc c'est un effort qu'il a payé forcément physiquement, mais déjà tu profites de l'aspiration des voitures, tu reviens dans le peloton. Alors si vous refaites descendre 5 équipiers, c'est-à-dire que quand vous arrivez dans le peloton, faut que les 6 arrivent à se créer un passage dans le peloton, et là on est vraiment trop près de l'arrivée. C'est aussi bien de le faire tout seul, c'est ce qu'a fait Merlier. Il a navigué entre les coureurs, il est revenu, et après certes voilà, il y a eu cette grande descente à 80 km/h, et là il a eu l'impossibilité de revenir, mais encore une fois, s'il n'avait pas eu son pépin sur le final, il aurait été dans le jeu pour gagner cette étape. On va basculer sur les compliments. Entraîné par les meilleurs, j'ai très vite atteint le sommet. Compliments. Au fond, je crois que je suis allé au bout des choses, et le seul truc qui me manque, c'est l'amour. J'attends l'amour de mes rêves. J'attends l'amour, la douceur et la fièvre. Très bien. C'est Maxime Sénat qui va adorer. Un petit Jennifer comme ça à 17h42 sur Sud Radio, en pleine émission Tour de France, pourquoi pas. Compliment à qui, Vincent Barthaud, c'est toi qui inaugure ce Moi, je vais compliment. complimenter Total Energy, parce que voilà, ils ont réveillé un peu tout le monde, que ça soit les spectateurs, les consultants et les coureurs eux-mêmes du Tour de France. Ils ont osé attaquer à une 40aine de kilomètres de l'arrivée, ils sont sortis à 2. Donc voilà, ils ont essayé de mettre de l'animation, ça n'a pas réussi, ils sont pas allés au bout, mais on peut les complimenter aujourd'hui, parce que voilà, d'ailleurs ils ont reçu le prix tous les deux de la meilleure du prix combatif, donc c'est bien. Voilà, moi je vais les complimenter ce soir. Même Dos Santos. Eh bien exactement pareil que Vincent, et pour les mêmes raisons. Eh ben c'est parfait. Vincent et Pascal Chanteur. Oui, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit et ce qu'a dit Vincent, en sachant, parce que j'ai entendu tout à l'heure, pour les deux coureurs, que ça soit Burgodo ou que ça soit comment c'était, Matteo Verger. Matteo Verger, tout le monde respecte la course, mais chacun fait la sienne en fait, et c'est suivant ses forces vives. À un moment donné, les coureurs de Total Energy, ils ont, comme vous l'avez dit, réveillé le peloton. Ils ont été un petit peu réprimandés, j'ai l'impression, dans un premier temps, par les coureurs de Trek. Mais encore une fois, ils ont raison, ils ont envie d'attaquer, ils attaquent. Et puis, aux autres d'accompagner ou pas, et puis de chasser ou pas. Voilà. Donc, oui, compliment donc à la Total Energy, on est tous d'accord. Et puis moi je félicite l'équipe communication de la Total Energy qui fait un travail monstrueux sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment. Vous pouvez être en inside, totalement dans les coulisses de la Total Energy durant tout le Tour de France. C'est bien monté, il y a plein d'interviews, c'est super. On apprend énormément de choses, et demain on parlera notamment du travail des chaussures, l'importance des chaussures pour les coureurs du Tour de France. Franchement, la Total Energy, c'est bravo sur toutes les lignes. Place aux félicitations. Félicitations. Le bonheur, on fait le tour du monde pour le trouver, et c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Les félicitations à qui, Pascal Chanteur. Félicitations à la Trek. Ouais, Lidl Trek aujourd'hui. Oui, Lidl Trek, oui, bien sûr. Trek, pour l'ensemble de son œuvre. On a tout dit. Ils sont présents depuis le début. Depuis le début du Tour de France,
Ils font un travail admirable pour Milan dans un premier temps, et puis ils sont actifs. Et aujourd'hui, ça paye. On a vu énormément Quinn Simmons ces derniers jours aussi. Voilà, Quinn Simmons qui fait deuxième derrière le numéro. On peut dire, même s'il y a eu les grands champions qui se sont exprimés sur différents terrains, mais le jour où Ben Illy gagne, c'est juste le fait marquant de ce début de Tour de France quand même. Hein. Et donc Quinn Simmons marche très très fort. Non, félicitations à la Lidl Trek. Vincent Barthaud. Avec le micro ouvert, Vincent ? Comment ? Ah, ça y est, on t'entend, Vincent. Je disais. Non, je disais félicitations à la Lidl. Oui, exactement la même chose que Pascal. On peut pas mettre personne d'autre qu'eux. Il l'a bien expliqué. Voilà, ils ont enfin été chercher ce premier succès. Le début des étapes du Tour leur a pas tellement souri, mais aujourd'hui, voilà, ils ont tout mis en œuvre et ils se sont pas loupés. Donc voilà. Tu l'avais pas vu, Voilà. Non. Parce que... mais pourtant, tu sais quoi, Rémi Dos Santos va nous parler d'une autre équipe, de la Jayco Alula. Pourquoi, Rémi ? Eh bien, dans les félicitations. Mais bien sûr. Et pourquoi pas la Movistar ? Parce que la Movistar, on t'a passé dessus et tout, c'est quand même important. Bon, voilà. Mais la Jayco Alula a quand même réussi à aller chercher une superbe 16e place avec Dylan Groenewegen. Waouh. Je pense que c'est quand même à signaler. Donc voilà, il faut savoir. Et puis ils ont un beau maillot. Ce que j'allais dire, félicitations quand même à la cellule artistique parce que le maillot est très joli. Il faut le dire. Bon, bien sûr, évidemment, Lidl Trek comme vous deux, comme Vincent et comme Pascal, parce que il y a pas grand chose à dire. Et surtout, c'est assez impressionnant de se dire que dès le début de la journée, ils ont mené le train du peloton. C'est ça. Ils sont très clairement en avertissement s'ils gagnent pas, si Milan ne finit pas. S'ils gagnent pas, c'est genre des cauchemars parce qu'ils empêchent quasiment tout le monde d'attaquer, ils engueulent les mecs qui essayent. Bon, au final, ça leur réussit parce qu'ils gagnent à la fin, Milan, mais s'ils n'avaient pas gagné, on aurait pu réécrire l'histoire autrement. Il y a du panache. Voilà, le panache, effectivement. Dans un instant sur Sud Radio, on va vous parler d'une magnifique initiative du Secours Populaire. Ça s'appelle les Oubliés du Sport et ce sera avec Christian Lampin, le secrétaire national du Secours Populaire, dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio Sport, Alexandre Priam. Vous êtes sur Sud Radio, sur la radio du sport et du Tour de France avec la 8e étape qu'on vient de vivre sur Sud Radio, le succès de Jonathan Milan. Le Tour de France, c'est une immense fête populaire au sein duquel il y a de magnifiques initiatives, de grandes actions menées notamment par le Secours Populaire. Du 5 au 30 juillet, ça a donc déjà bien commencé. Le Secours Populaire français a renouvelé son initiative Les Oubliés du Sport en permettant à des enfants âgés de 8 à 12 ans, accompagnés par 24 fédérations, c'est dans toute la France, du Secours Populaire, de participer à 14 étapes du Tour de France hommes, 4 étapes du Tour de France femmes, et c'est une grande initiative. D'ailleurs, c'est pas évident à mettre en place. Bonsoir Christian Lampin. Bonsoir. Ça nous fait très plaisir de vous avoir sur Sud Radio. Vous êtes secrétaire national du Secours Populaire. Il me semble que ce week-end, le Secours Populaire permet à des enfants, aux oubliés du sport tout simplement, d'être au contact de cette immense fête sportive et populaire qu'est le Tour. Oui, tout à fait. Oui, c'est maintenant la 17e année effectivement que on accueille des enfants du Secours Populaire. C'est une journée sur la route du Tour. Ils vont pouvoir être avec nous, avec les coureurs, avec les bénévoles de l'association, et puis ils vont découvrir l'initiative autour du BMX. Ils vont pouvoir pratiquer le vélo, ils vont pouvoir regarder la caravane et effectivement regarder les coureurs. Ouais, on parle de combien d'enfants au total, du 5 au 30 juillet, à la fois pour le Tour de France masculin et féminin? Combien d'enfants vont avoir la chance inédite, pour la plupart d'entre eux, d'être au contact du sport? Oui, bien souvent pour eux c'est effectivement la première fois qu'ils vont pouvoir un peu sortir de leur environnement difficile et puis surtout passer une journée pour participer à cette magnifique fête populaire qu'est le Tour de France. Chaque année donc c'est 1 millier d'enfants que nous accueillons sur la route du Tour. Et puis au-delà de cet accueil et puis de cette initiative autour de la pratique du vélo, certains d'entre eux vont pouvoir, grâce à notre partenaire notamment à ASO, repartir avec un vélo, puisqu'on aura une magnifique ça se passera à Toulouse le 16 juillet, c'est ça? Tout à fait, le 16 juillet à Toulouse, une magnifique initiative où 200 vélos vont être offerts à des enfants
Et puis ces enfants vont pouvoir donc parcourir aussi un bout du parcours du Tour de France, donc être acclamés par le public nombreux sur la route du Tour. Et puis voilà, pour eux c'est un grand souvenir, et surtout ce vélo qui va leur être offert, eh bien ça sera pour eux le moyen de pouvoir eh bien aussi avoir de la mobilité. On s'inscrit dans cette démarche d'accès au sport et surtout permettre aux enfants de découvrir la pratique du vélo. Le savoir nager, c'est important. Le savoir rouler, ça l'est aussi. Voilà, c'est deux initiatives que le Secours Populaire encourage pendant la période estivale. Et on est très très content de renouveler cette opération encore une fois de plus cette année avec ASO et nos partenaires, notamment la Fondation FDJ. Christian Lampin, qui est le secrétaire national du Secours Populaire, en direct sur Sud Radio. On est avec Pascal Chanteur, président de l'Union nationale des cyclistes professionnels, qui est sur le Tour de France, et Vincent Barthaud, l'ancien maillot jaune du Tour de France 84. Très grande carrière. Je sais, Vincent, que voilà, cette initiative qui est là depuis maintenant plus de 15 ans, de cette association entre le Secours Populaire et l'organisation du Tour de France, c'est quelque chose qui te touche particulièrement, Vincent. Oui, effectivement. Et quand je vois des journées comme ça, c'est magnifique. Et il faut pouvoir agir avec cette association. Il y a plusieurs façons de le faire d'ailleurs. C'est soit de faire un don, soit d'être bénévole, parce que ils en ont besoin. Ils en ont besoin des bénévoles. Et puis aussi, pourquoi pas devenir partenaire. Donc voilà, il y a plein de choses à faire pour redonner un petit peu de soleil dans les yeux de tous ces enfants. Et je trouve ce que fait là sur le Tour de France, que ça soit ASO ou la FDJ, c'est tout simplement magnifique. Ouais, le Secours Populaire en action. Pascal Chanteur, toi qui es sur la route du Tour de France pour Sud Radio, et pour ton rôle évidemment de président de l'UNCP, voir ces enfants participer à la caravane, être au contact des coureurs, et même remporter un vélo dans quelques jours à Toulouse. Enfin, c'est toutes les valeurs du sport et du vélo et de l'aspect très populaire qu'est le Tour de France. Mais le cyclisme, c'est avant tout un sport populaire. C'est un sport gratuit où l'ensemble, ça regroupe tous les liens sociaux, et ça c'est quelque chose d'important que les gens puissent s'attribuer ce genre d'événement et puissent aussi goûter à cette fête qu'est le Tour de France. Le Secours Populaire, Christian Lampin, engagé évidemment auprès de multitudes d'organisations sportives, mais le Tour de France, c'est une résonance particulière. C'est vrai qu'on souligne toujours l'aspect très populaire du Tour de France, mais aussi l'aspect très international qui est extrêmement porteur et très très fort en termes de communication. Ah oui, carrément, pour nous, évidemment, bien sûr, ça donne aussi une visibilité à l'association. Vous parlez de l'engagement des bénévoles. Ces bénévoles, c'est 90 000 aujourd'hui qui sont avec nous, et partout en France, donc on va œuvrer tout au long de l'année à développer des projets de solidarité. Alors bien sûr, il y a la solidarité matérielle qui est importante, c'est l'aide alimentaire, l'aide vestimentaire, c'est l'accès aux droits, l'accès à la culture, c'est l'accès aux loisirs, et puis c'est aussi l'accès au sport. Et donc c'est important pour nous d'être associés à des grands événements sportifs comme le Tour de France, mais il y en a bien d'autres. Le Secours Populaire a fait participer des centaines d'enfants sur ce qu'on a vécu dernièrement avec les Jeux Olympiques à Paris, bien sûr. Et puis c'est aussi le moyen de partager ensemble, en famille, de faire partie de cette fête. Beaucoup d'enfants, malheureusement, ne partent pas en vacances. Et cette journée, comme tant d'autres qui sont organisées par les bénévoles du Secours Populaire, ça permet tout simplement d'avoir des souvenirs. Et on a beaucoup de témoignages d'enseignants qui nous disent à la rentrée scolaire, les enfants, vous savez, on pose toujours la question, mais qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances? Grâce au Secours Populaire, on sait que certains d'entre eux vont dire, moi je suis allé sur le Tour de France, j'ai fait du vélo. Et puis on va au-delà de l'initiation et de l'événementiel. On essaye aussi de mettre en mouvement le mouvement sportif, justement, pour que on puisse aussi avoir des licences sportives, et certains enfants vont pouvoir pratiquer le sport tout au long de l'année. C'est magnifique. Merci beaucoup, Christian Lampin, secrétaire national du Secours Populaire, et merci Pascal et Vincent. On doit se quitter désormais. Oui, Pascal. Et ça se trouve, un enfant qui va remporter ce vélo, un jour va remporter peut-être une étape du Tour de France. Je pense que c'est ce que tu allais dire, Pascal. Et ce serait extraordinaire, et c'est pas impossible. C'est ça aussi. Il faut croire en l'avenir de cette jeunesse. Moi, si je peux me permettre, Alexandre, j'ai un souvenir très rapidement. J'ai le souvenir avec Secours Populaire quand ils étaient arrivés sur le Tour de France. Moi, j'étais pour une autre boîte où je travaillais avec eux, et il y a un petit gamin, il avait réussi à avoir un chapeau cochonou. Je peux vous dire qu'il était super content.
Et voilà, mais juste donner le sourire à des enfants, c'est ce qu'il y a de plus beau, et c'est ce que fait le Secours populaire dans un contexte qui est toujours très difficile. Merci Christian Lampin, merci d'avoir été avec nous et bravo pour tout ce que fait le Secours populaire autour du Tour de France. Venez à la rencontre de votre fédération locale du Secours populaire. Évidemment, merci d'avoir été avec nous. Demain, on se retrouve pour la 9e étape, direction Châteauroux, avec encore une fois probablement une arrivée au sprint. Merci à toute l'équipe Sud Radio. Sud Radio continue de faire son Tour de France tout au long de ce mois de juillet.